Vous écoutez l'affaire Flactif, deuxième partie. Les gendarmes ont donc un suspect et un mobile. Pourtant, ils n'arrêtent pas tout de suite David Otia. Selon eux, il n'a pas pu faire disparaître les corps tout seul. Il a forcément un ou des complices. Pour tenter d'en savoir davantage, ils le placent sur écoute. David Otia, il est placé sous écoute téléphonique. On veut savoir qui est cet homme, comment il vit, qui il fréquente, parce que la nature du crime est d'une grande violence et surtout d'une intensité qui nécessite certainement plusieurs auteurs. Maintenant, ils veulent le cerner, ils veulent le verrouiller, donc ils veulent le faire mijoter. Donc ils veulent connaître à la fois ses complices, éventuellement, et connaître ses intentions. David Otia est en lien avec un ami d'enfance, Stéphane Aremza, qui est marié. Et les deux couples se fréquentent beaucoup, ils ont chacun 2 enfants, ils sont originaires du Pas-de-Calais. Et en plus, Aremza est mécanicien, comme l'est David Otia, si bien qu'ils s'intéressent tous les deux aux voitures, enfin ils ont des intérêts communs, des passions communes. Et les couples se sont mis à se fréquenter, à partager des repas, à partager des sorties. Et le couple Aremza s'est installé en Haute-Savoie quelques mois après l'installation de la famille Alexandra Lefebvre-David Otia. On peut dire que c'était ce que j'appelle un gang familial. Philippe Drouet, ancien procureur d'Annecy. Car outre le fait qu'ils s'étaient installés au Grand Bornand et qu'ils travaillaient aux alentours, ils passaient quand même leur soirée à voler dans les voitures, à voler des voitures et à faire de la cambriole. Otia d'un côté, Aremza de l'autre. On a un couple très dominant avec 2 personnalités fortes que sont Alexandra Lefebvre et David Otia. Thierry Dupin, ancien directeur d'enquête. Et 2 personnalités dominées que sont Stéphane et Isabelle Aremza. Et on a la certitude que si crime il y a eu, il y a participé. Écoute téléphonique entre Alexandre Lefebvre et David Otia. Avec ce qui s'est passé au mois d'avril, vaudra mieux se méfier, David. Parce que nous, notre vie, elle peut être foutue en l'air, d'un seul coup. Alexandra Lefebvre, qui se disputait fréquemment avec son compagnon, lui avait dit un jour au téléphone, et ça, bien évidemment, ça a été relevé, que si ça continuait, elle dénoncerait tout ce qui s'était passé le 11 avril. Bon. Le mystère de la famille disparue au Grand Bornand est en passe d'être résolu. Le couple Flactif et leurs 3 enfants ont apparemment bien été assassinés. L'interpellation simultanée de David Otia et de Stéphane Aremza se déroule sur leur lieu d'emploi. Le quatuor a été placé en garde à vue pour confronter les interrogatoires. La garde à vue de David Otia se passe curieusement bien. David Otia, comme on dit vulgairement, s'est mis à table moins d'1 heure après son arrestation, quoi. Donc moins d'1 heure après son arrestation, il a commencé à parler. Il a même déclaré, ce sont peut-être pas ses mots exacts, mais qu'il se sentait soulagé par cette interpellation parce qu'il pouvait enfin se délester du poids des crimes qu'il avait commis. Le 19 janvier 2003, David Otia voit à la télé, effectivement, un reportage sur l'affaire Stranieri qui avait décidé de supprimer des restaurateurs pour s'emparer de leur restaurant. Et il s'est dit, on va faire pareil. Le plan, c'était effectivement d'éliminer la famille Flactif pour s'emparer d'un chalet. Comme dit l'expert psychiatre, une idée folle commise par des gens qui ne sont pas fous. David Otia raconte aux enquêteurs la journée du 11 avril 2003. David Otia est arrivé quasiment en même temps que les enfants qui rentrent de l'école, quasiment 17h30. L'une des filles va appeler sa mère en disant « Maman, il y a David qui est présent. » David est connu dans le paysage. Sa mère lui dit « Écoute, on est là dans 20 minutes, il a qu'à attendre. » Et puis voilà.
Les 3 enfants sont dans la cuisine, si je me souviens bien. Il abat d'une balle dans la tête 2 des 3 enfants, immédiatement. Le 3e réussit à s'enfuir. Il monte se cacher à l'étage. David Otia part à sa poursuite, le découvre dans une chambre. L'enfant est tué avec une bûche de bois. 17h43, alors que les appels précédents ont fait l'objet de réponses au téléphone par les enfants, le téléphone du chalet ne répond plus. À peu près 20 minutes plus tard, c'est Graziella qui rentre. Il va se positionner derrière une porte pour la surprendre, pour la tuer. On parle de coups de feu et potentiellement de coups portés. Et lorsque Xavier Flactif revient, il rentre dans la cuisine, il ne sait absolument pas le drame qui vient de se nouer. Il se trouve confronté à David Otia. Et on sait qu'il s'est battu. Je pense qu'il y a eu un instinct du père qui rentre dans sa maison et qui sent quelque chose, donc il a réagi tout de suite. Et que grâce à cette bagarre, David Otia est tombé sur une table en verre et qu'il a laissé un peu de sang. Et que c'est grâce à ça qu'on a découvert l'histoire. Mais après, pendant toute la nuit, on nettoie le chalet, on emmène Stéphane Arenza, le complice, qui va bien évidemment prêter main pour pouvoir continuer à faire l'œuvre criminelle. Et il a raconté son histoire en terminant par dire qu'il avait brûlé les corps au Roi du Mont après les avoir transportés dans le véhicule Toyota de Xavier Flactif. Les gendarmes se rendent sur place et bouclent complètement le secteur, la forêt, où les corps ont soi-disant été brûlés. D'après son audition, il a amené les cadavres ici, dans ce sous-bois, pour les brûler. Les gendarmes ont déjà retrouvé une importante quantité de minuscules ossements humains. Un travail minutieux a commencé, car rien n'est visible à l'œil nu. À l'endroit qu'il avait indiqué, le Roi du Mont, ont été découverts des fragments de dents, des fragments de vertèbres, des os. Ils ont été carbonisés dans la forêt, à 5 km de Thônes. Pour les proches et la famille, on peut dire qu'il y a eu un double traumatisme. Ils apprenaient non seulement qu'ils avaient été tués, mais exterminés, brûlés, complètement anéantis. Donc là, j'étais au téléphone, mes parents étaient à côté et... Comment passer le message? Sandra, sœur de Graziella Ortolano. Comment je devais l'expliquer, leur dire que sa fille, ses petits-enfants avaient été tués et brûlés. Le mot « brûler », c'est extermination totale. Plus de corps, plus rien. C'est à ce moment-là où je me suis dit, ça n'a pas été juste un assassinat de 5 personnes où le mec arrive dans la maison, tue tout le monde. Là, ça a été un assassinat qui était suivi d'un déplacement de corps, de démembrement et de crémation, en fait. Mario, fils de Graziella Ortolano. Donc là, on était vraiment sur de la haine pure envers tout le monde, en fait. Le lendemain du massacre, ils viennent habiter le chalet qui se situe à côté du chalet de la famille Flactif. Alexandra Lefebvre, elle rêve du chalet face aux pistes. Le lendemain, ils occupent un chalet qu'ils ont toujours voulu. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans le chalet et ils se servent. Et on vole tout. On vole jusqu'au téléphone, une des puces du téléphone de la famille, qu'on retrouve plus tard utilisée par Alexandra Lefebvre. Les deux couples, Otia d'un côté, Aremza de l'autre, sont allés à l'aéroport de Genève et ont déplacé le véhicule sur un parking pour faire croire à une fuite organisée.
En garde à vue, Stéphane Aremza, il a reconnu qu'il avait, avec David Otia, volé du carburant pour brûler les corps. C'est ça l'affaire Flactif. C'est un massacre qui dure sur plusieurs jours. C'est une extermination au sens propre du terme. On veut les faire disparaître et on veut s'approprier les choses qu'ils ont toujours voulu. Six mois après l'assassinat des Flactifs, l'enquête est bouclée. Les responsabilités des uns et des autres sont pour les gendarmes clairement définies. Pourtant, juste avant le procès, coup de théâtre. David Otia revient sur ses aveux. Le 30 juin 2006, le verdict est prononcé devant la cour d'assises de Haute-Savoie. Notre client a eu, pour simplifier, 2 versions successives. Une, le temps de sa garde à vue et de sa première comparution, dans laquelle il a reconnu avoir commis ce quintuple meurtre. Et ensuite, il a contesté intégralement, formellement, les faits qui lui étaient reprochés, à savoir qu'il n'avait tué personne. Il parle effectivement d'une histoire un petit peu rocambolesque où des individus seraient venus, se seraient débarrassés de la famille, enfin, une élimination dite mafieuse. Il évoque qu'il a été lui-même, en se rendant au chalet, pris en otage par un homme, quelque chose de totalement abracadabrantesque, que cet homme lui aurait imposé de tuer les membres de la famille Flactif, dans un premier temps, puis plus tard que cet homme lui-même aurait tué les membres en partie et qu'il aurait été contributeur. Il lui aurait imposé de conduire et de charger les corps dans le coffre pour aller les brûler. On n'a jamais retrouvé d'ailleurs son ADN à l'endroit où il avait été blessé et qu'il aurait laissé une trace de sang. Puis il y avait beaucoup d'incohérences dans ce récit. Dans la plupart des crimes, à part les vrais pervers qui sont organisés rien que pour tuer, ceux qui ont une petite encore idée d'eux-mêmes et une petite pointe d'empathie sont capables de mensonges, entre guillemets, extraordinaires ou de déni de la réalité extraordinaire pour sauver leur honneur et pouvoir continuer à se regarder dans la glace. Je ne l'ai pas fait, dit l'honneur, je l'ai fait, dit la mémoire, et c'est la mémoire qui s'efface. Dans leurs auditions, aussi bien Alexandra Lefebvre que le couple Aremza, énoncent la façon dont il avait raconté les choses. Donc, sa version n'était pas plausible avec les déclarations de ses comparses et avec les analyses scientifiques qui avaient été faites. Les suspects, lorsqu'ils sont entendus, non seulement ont le droit de mentir, mais ils vont le faire. Alors que le chalet a parlé, les murs ont parlé, les sols ont parlé, les tables ont parlé. Elles ne peuvent pas mentir. Dans l'actualité judiciaire, l'ouverture devant la cour d'assises de Haute-Savoie du procès de David Otia et de complices présumés. Il doit répondre, vous le savez, de l'assassinat de la famille Flactif. Ce procès est tournant par le nombre de victimes, par le mode opératoire, par le contexte dans lequel il s'est déroulé, de jalousie, de relations assez complexes entre Xavier Flactif, David Otia et sa compagne Alexandra Lefebvre. J'avais besoin de voir c'est qui, de les voir en chair, voir les personnages, de les fixer dans les yeux et de me dire ils l'ont vu, ils ont vu le regard de ma sœur la dernière fois. Voilà, c'est ça. J'ai fait que fixer pendant 3 semaines. Parce que j'avais besoin de les fixer. J'avais besoin de comprendre et d'être dans la réalité que c'était des gens. Je n'arrivais pas à me dire comment on peut faire un truc pareil, quoi. Et c'est là où on bascule et qu'on se dit mais non, c'est pas de la haine contre Xavier Flactif, c'est de la haine contre la famille Flactif, contre la réussite Flactif. Je me suis retrouvé au milieu du tribunal sur un pupitre
où je l'ai regardé dans les yeux en disant que tout ce qu'on voulait, c'était de savoir la vérité, pourquoi, comment. On n'a jamais rien eu. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, il n'y aura pas une larme de versée, je vais rester droit sur mon siège et je ne montrerai aucune faiblesse devant Otia et ses complices. On est en défense d'une accusation de quintuple assassinat et d'association de malfaiteurs, aux côtés d'un justiciable qui conteste les faits qui lui sont reprochés. Il était présent à ce procès, et pour cause, puisque c'était le sien. Il tenait sa place, c'est-à-dire qu'il expliquait, mais il tenait aussi toute sa place, c'est-à-dire qu'il entendait se défendre. David Otia, pendant le procès, il a une forme d'arrogance, c'est-à-dire qu'il tient tête. Et il s'en tient à sa version totalement rocambolesque, quelque chose à une situation dans laquelle personne ne croit, pas même lui, a priori. Et ça a été sa défense jusqu'au bout, mais toujours avec des versions totalement différentes les unes des autres, mais qui reposent sur ce schéma global. Sans hésitation, la compagne de David Otia accuse. Il m'a dit qu'il avait tué les enfants, puis les parents. Et puis elle savait tout des intentions de son compagnon, tuer les Flactifs pour prendre le chalet. Ces co-accusés avaient eux aussi le même souci de se défendre. Chacun avait sa croix, si j'ose dire. Mais c'est vrai que, et ça rendait le procès aussi de ce point de vue relativement singulier, c'est que certains des coups, au sens métaphorique du terme, provenaient aussi quelquefois du boxe lui-même. Lorsque Stéphane Aremza le supplie avec insistance de dire la vérité, de dire la réalité, David Otia restera complètement absent et étranger à cette supplique. À 14h, la cour revient pour donner une dernière fois la parole aux accusés. « J'ai pas tué la famille Flactif », dit David Otia, et il se rassoit. « Je m'excuse pour tout le mal que j'ai fait », dit sa compagne, Alexandra Lefebvre. Difficile moment pour les familles touchées. C'est la haine qui a animé tout le long David Otia. Donc pour lui, il n'a pas de remords, il n'a pas de regrets, pas de repentir actif. Les enfants sont morts, c'est les enfants qui ont l'âge des siens. Il n'exprime aucun regret. Et ça, c'est extrêmement douloureux. À la fin des 3 semaines, lorsqu'on approchait du verdict, et je crois même pendant le délibéré, nous avions décidé, en accord avec les familles des victimes, de leur remettre les restes des corps des victimes. Le souvenir qui m'a le plus marqué au procès, c'était pas pendant le procès même, c'est quand on a récupéré les restes de ma mère, de mes frères et sœurs et de Xavier, en fait, où on s'est retrouvés dans une pièce avec des boîtes en plastique. C'est ce qui a été le plus marquant. David Otia a été condamné à la réclusion perpétuelle, à perpétuité, avec 22 ans de sûreté pour ce qu'il a commis. Stéphane Aremza, complice, a été condamné à 15 ans de réclusion. Isabelle Aremza a eu 7 ans d'emprisonnement. Alexandra Lefebvre a 10 ans. C'était le maximum qu'elle pouvait prendre au niveau de l'infraction d'association de malfaiteurs. J'avais dit à l'audience d'ailleurs que c'était le minimum qu'elle mérite. On ne peut pas pardonner, on ne peut pas comprendre. De toute façon, c'est... je veux dire, ils m'ont pas volé un petit pain, ils m'ont pris une partie de ma famille et ça, finalement, on ne peut pas le pardonner. C'est une destruction totale d'une famille complète. Hein. C'est Mario qui grandira jamais avec sa mère, qui n'a pas pu grandir avec sa mère, qui n'a pas pu voir ses sœurs grandir, son frère. On est obligé de vivre comme ça. Pour l'avenir, j'espère avancer et puis avoir une vie qui aurait pu rendre fière ma mère si elle était encore là.
Stéphane et Isabelle Aremza, ainsi qu'Alexandra Lefebvre, ont purgé leur peine et sont aujourd'hui libres. David Otia est encore en prison. Arrivant à la fin de la période de sûreté de sa peine, il pourra demander sa libération conditionnelle en septembre 2025. Quant à Mario, le fils aîné de Graziella, il est aujourd'hui en couple et espère bientôt fonder une famille. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Lucie Lemétet. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.